Ici la police, je vous écoute? Oui, ici le Marina Village de Fort Myers Beach. Il y a un cadavre dans l'un des appartements. C'est le genre d'homicide qu'on ne voit que très rarement. Quand j'ai appris que ma nièce avait été tuée, j'ai fondu en larmes et j'ai hurlé parce que je l'aimais de tout mon cœur. J'ai une suspecte en fuite qui a déjà commis 2 meurtres. Va-t-elle tuer à nouveau? Est-ce une tueuse en série? Je passe quelques jours à Fort Myers. Oui. Pamela Hutchinson, 59 ans, a pris un appartement au Marina Village Resort pour venir épauler une amie en deuil. Le mari d'une amie est décédé la semaine dernière. Pam est venue assister aux obsèques. Je lui ai promis de venir l'aider à disperser les cendres. Pam était une amie fidèle. Elle était très appréciée. C'était une femme magnifique avec un grand cœur. Elle était généreuse, gentille et très indépendante. Fraîchement divorcée après 20 ans de mariage, Pam commence une nouvelle vie dans le sud de la Floride. Mais je dois récupérer les clés de mon nouvel appartement tout de suite après. Pamela voulait vivre au bord de la mer. Elle adorait la pêche. Alors elle s'est mise en quête de l'appartement de ses rêves et elle a fini par le trouver. Tu devrais venir le voir. Elle m'a appelé pour nous proposer avec ma sœur de venir voir son nouvel appartement une fois qu'elle aurait emménagé, d'ici 2 semaines. On était très proches, j'avais hâte d'y aller. Tu vas adorer cet endroit. Elle était tellement heureuse. On est resté 1h30 au téléphone, c'était formidable. Ici la police, je vous écoute? Oui, je suis la responsable de l'hôtel, le Marina Village de Fort Myers Beach. Il y a un cadavre dans l'un des appartements. Le corps est recouvert de serviettes et il y a du sang. D'accord, ne quittez pas, je vous transfère. L'appel a été transféré au bureau du shérif du comté de Lee. Dans la région, les gens vont à la plage et profitent de la vie. On n'est pas habitué à ce type d'événement. Nos agents de police se sont rendus sur place immédiatement. C'est très important de faire les choses correctement dès le début. En arrivant sur place, je me suis présenté à la responsable de l'hôtel qui avait découvert la victime. La responsable m'a confirmé que la victime avait réservé un appartement pour une personne. L'inspecteur Foraker découvre que l'appartement a été réservé au nom de Pamela Hutchinson. Je suis monté à l'appartement 404, celui de la victime. Je me suis approché, je suis entré et j'ai observé la scène du crime. Les éléments qui m'ont tout de suite frappé, c'est d'abord la serviette dans l'ouverture de la porte de la salle de bain. J'ai vu le corps de la victime par terre. J'ai constaté qu'il avait été recouvert d'une serviette de bain. Pourquoi l'avoir mise là? Qui avait fait ça? Le médecin légiste arrive sur place. Je vous en prie. La victime, Pamela Hutchinson, est morte depuis plus de 24 heures. Nous avons retourné le corps et nous avons découvert un impact de balle sur le dos de la victime. On lui avait tiré dessus par derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons retrouvé un projectile qui s'était arrêté au niveau de son épaule droite, dans sa bretelle de soutien-gorge. Nous avons également retrouvé un oreiller sur le sol de la salle de bain qui présentait un impact de balle et qui avait dû être utilisé pour couvrir le bruit de l'arme à feu.
Tous ces éléments mis bout à bout semblaient indiquer la présence d'une deuxième personne dans la pièce. Tout portait à croire qu'on lui avait tiré dessus par derrière et par surprise. Et tout ce qui a été fait dans la pièce a été fait avant le meurtre, et non pas après. Nous avons une victime, visiblement tuée par balle. Des serviettes ont été placées au bas de la porte pour éviter que l'odeur du cadavre ne se répande. La scène de crime a été parfaitement mise en scène. Il n'y a aucune trace de lutte, ni d'effraction. Elle devait suffisamment connaître cette personne pour la laisser entrer. Il y avait 2 chambres et 2 salles de bain dans cet appartement. Et quelqu'un semblait avoir dormi dans la 2e chambre. Nous étions à la recherche d'éléments pour confirmer son identité. Et en regardant dans son sac, nous avons constaté que plusieurs de ses papiers avaient disparu. Aucun papier d'identité. La personne qui était venue dans l'appartement avait dû les emporter. À l'intérieur du sac, regarde, il y avait un reçu du Smoking Oyster Brewery, un restaurant situé juste à côté du complexe hôtelier. Elle y avait dîné récemment. Va voir sur place si tu trouves quelque chose. L'inspecteur Foraker informe la famille de Pamela Hutchinson. Ce n'est jamais facile de prévenir les proches d'une victime. On ne s'y habitue pas. C'est l'un des pires aspects de notre métier. Mais c'est nécessaire pour dire à la famille ce qui s'est passé et pour qu'elle puisse éventuellement nous aider à retrouver le meurtrier. Tous les proches à qui j'ai parlé étaient bouleversés. C'est dramatique ce qui leur est arrivé. C'est terrible de recevoir ce genre d'appel. La première personne que l'inspecteur Foraker avertit est l'ex-mari de Pamela Hutchinson. Lorsque j'ai parlé à son ex-mari, il m'a expliqué que la victime s'était installée en Floride 2 ans auparavant, qu'ils étaient divorcés et que lui habitait en Virginie. Ils étaient restés amis, ils se parlaient régulièrement, mais... Merci. Il n'était pas dans la région, il a fourni un alibi. L'ex-mari de Pamela appelle alors Mona. J'étais chez moi. Allô? Et il m'a dit ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à le croire. Ça m'a terrassée. Je ne comprenais pas qui avait pu faire ça. Ça a été un énorme choc. J'ai pleuré, j'ai crié. Pam comptait beaucoup pour moi. Et je l'aimais très fort. C'était une fille super, elle était incroyable. Elle avait beaucoup d'amour en elle et elle en donnait beaucoup. On avait un tueur en fuite, un tueur qui était peut-être encore dans les environs et qui allait peut-être recommencer. Il était urgent de mettre la main sur le coupable et de le faire juger. Les enquêteurs inspectent le quartier à la recherche de caméras de surveillance. Nous avions trouvé un reçu du Smoking Oyster. Alors nous avons commencé par là. Bonsoir, je suis l'inspecteur Roton. J'ai vu que vous aviez des caméras de surveillance et j'aimerais voir les images. L'inspecteur Roton visionne les images du 5 avril, la dernière fois que Pamela a dîné au restaurant. La vidéo montre que la victime était présente. Elle portait une casquette rose et un t-shirt blanc. Pamela apparaît en bas à gauche de l'image. En vertu de la législation de l'État de Floride, son image doit être floutée. Elle est seule et elle discute avec plusieurs personnes. Attendez, faites pause. Agrandissez. Un homme vêtu d'une chemise verte semble parler avec elle. Relancez.
Zoomez. À 17h15, on voit une femme blonde, avec un haut bleu et des lunettes de soleil sur la tête, s'approcher de la victime. Ils ont l'air de discuter tous ensemble et de passer un bon moment. Cette femme s'assied à côté d'elle et elle commence à parler. Leur gestuelle laisse penser qu'il n'y a pas de problème. Rien ne semble indiquer que la victime soit en danger. Elle se tapait dans la main et passait un bon moment. Accélérez, on va voir ce qui se passe. Plus tard, la vidéo montre que l'homme est parti, alors que les deux femmes sont toujours là. Elles continuent de discuter en mangeant. Je commence à me demander qui est cette femme. J'observe la victime. Elle était seule jusqu'à ce que cette femme vienne l'aborder. Elle sympathise rapidement et tout va très vite. Il fallait que j'identifie cette personne et que je lui parle. Laissez pour voir. À 19h42, elles ont fini de manger et de boire. Elles disent au revoir aux personnes qu'elles ont rencontrées. Et on les voit quitter le restaurant ensemble. Merci beaucoup. La première fois qu'on a regardé la vidéo de cette femme inconnue sortant avec la victime, j'ai tout de suite compris que cette personne serait déterminante dans notre enquête. Il fallait qu'on l'identifie au plus vite. Au cours de notre enquête, je me suis entretenu plusieurs fois avec la responsable du complexe hôtelier. Je peux voir sa réservation ? J'ai vu la date de son arrivée et j'ai appris qu'elle conduisait une Acura blanche. La responsable m'a confirmé que la victime était arrivée le 3 avril 2018. Le 4 ou le 5, la victime l'a appelée depuis son appartement. Elle lui a dit que tout se passait bien, qu'elle avait retrouvé des amis sur la plage avec lesquels elle avait prévu de faire une sortie en bateau et qu'elle voulait prolonger son séjour de quelques jours. Vous êtes sûr? La responsable a donc pris le numéro de carte bancaire de la victime et elle a remarqué qu'il ne s'agissait pas de la même carte que celle qui avait servi à faire la réservation initiale. En tant qu'enquêteur, ça nous a interpellés. Ça arrive souvent? Les enquêteurs soupçonnent que ce ne soit pas Pamela qui est appelée pour prolonger son séjour, mais quelqu'un qui se serait fait passer pour elle. Il y a plusieurs caméras de surveillance dans tout le complexe hôtelier. Il y en a une à chaque étage de l'immeuble. Quand j'ai vu ces caméras, j'ai su qu'on tenait quelque chose. J'allais pouvoir visionner les moments qui m'intéressaient de façon chronologique. Montrez-moi son arrivée. La victime est arrivée à l'hôtel le 3 avril 2018. On peut voir son appartement? Grâce à la caméra placée dans un angle au 3e étage, nous avons pu observer les personnes qui arrivaient à cet étage. C'est elle? Vous pouvez revenir en arrière. À 15h49, on voit la victime se diriger vers son appartement avec sa valise. Tout a l'air normal. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. L'inspecteur Roton rejoint l'inspecteur Foraker pour analyser les images. Montrez-nous le lendemain. Il visionne les images du 5 avril, lorsque Pamela quitte le bar en compagnie d'une inconnue.
On dirait la même femme qu'au bar. Tu es sûr? Vous pouvez remettre ce passage? Arrêtez. Les cheveux, la taille, la corpulence, les vêtements, je me suis dit, c'est forcément la même femme. En comparant les heures sur les deux vidéos, nous avons pu confirmer que la femme du Smoking Oyster était bien celle que l'on voit au Marina Village en compagnie de la victime. Elle quitte le bar à 19h43 et arrive à l'appartement de Pamela 3 minutes plus tard. Laissez la vidéo. Attendez, remettez ce passage. À 20h34, le 5 avril, je vois cette femme non identifiée sur le balcon de l'hôtel. Mais elle ne va pas prendre l'ascenseur. Elle reste sur place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air de parler toute seule. Elle semble perturbée. Elle a l'air de pleurer. Elle s'appuie contre la balustrade en regardant vers le parking. Cette femme, qui vient de sortir de l'appartement de la victime, semble désemparée. D'après moi, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la dernière fois qu'on voit quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement ce soir-là. Lorsque nous aurons retrouvé cet inconnu qui apparaît sur toutes les vidéosurveillances, nous saurons qui a tué Pamela. On va regarder le lendemain. C'est elle. Le 6 avril au matin, à 6h09, je vois cette femme sortir de l'appartement. Cette fois, elle porte un haut orange et elle tire une valise. Laissez pour voir. À 8h32, on la voit de nouveau sortir de la chambre. Mais cette fois, elle porte un haut bleu. Et elle a un gros sac en plastique à la main. Il est plein. On dirait qu'il y a des vêtements à l'intérieur. Entre 9h20 et 13h30, sur les images de vidéosurveillance, on voit plusieurs fois cet inconnu faire des allers-retours dans l'appartement de la victime. Qu'est-ce qu'elle fait? À 12h41, elle change une nouvelle fois d'apparence. Cette fois, elle porte un chapeau blanc. J'ai trouvé ça étrange. Pour moi, cela indique qu'elle essaie de dissimuler son identité et qu'elle tente de se faire passer pour quelqu'un d'autre. À 13h51, elle continue de transporter des affaires depuis l'appartement de la victime. Cela fait maintenant 3 ou 4 heures qu'elle fait des allers-retours. Cela représente beaucoup d'affaires. Je ne sais pas s'il s'agit des siennes ou de celles de la victime. À chaque fois que la clé magnétique est utilisée, l'information est enregistrée par le système. La porte de l'appartement a été ouverte après ça? Après le départ de l'inconnu, personne n'a déverrouillé la porte de l'appartement jusqu'à 19h38 le 9 avril, date à laquelle la responsable de l'hôtel a découvert le corps. La victime et la suspecte entrent ensemble dans l'appartement. La victime décède et la suspecte repart seule.
Sur les images de vidéosurveillance, aucune trace de Pamela Hutchinson. Les enquêteurs comprennent alors qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Revenez à 20h30 le 5 avril. Son langage corporel sur la vidéo indique qu'il vient de se passer quelque chose. On tient notre suspecte. C'est à ce moment-là que le meurtre a eu lieu. Il faut absolument retrouver cette femme. La femme de la vidéo est vite devenue la principale suspecte. Mais on a une meurtrière en fuite. Et on n'a aucune idée d'où elle peut être. Elle a pu quitter la région. Les enquêteurs se concentrent sur les images de vidéosurveillance du parking pour voir par où la suspecte est partie. Plusieurs caméras ont filmé le parking. Une des vidéos montre l'inconnu se diriger vers un véhicule garé au fond du parking. À 12h42, la caméra de l'escalier la filme au volant d'une Cadillac Escalade. Cette voiture a été enregistrée. La Cadillac Escalade quitte alors le parking. Faites défiler en avance rapide. On ne revoit plus ce véhicule. Alors nous nous sommes demandé ce qu'elle en avait fait et où elle était allée. Les enquêteurs visionnent les images une nouvelle fois. C'est qui? Juste là. Un peu plus tard, on voit l'inconnu revenir à pied. À 13h51, on la voit quitter l'appartement et rejoindre le parking où elle monte dans une Acura blanche. Arrêtez la vidéo. L'Acura blanche appartient à la victime, Pamela Hutchinson. La suspecte quitte les lieux, monte dans la voiture de la victime, comme s'il s'agissait d'une journée comme les autres, comme si de rien n'était. En regardant les images de vidéosurveillance, je me suis souvenu d'un incident qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Un agent de police qui patrouillait à Fort Myers Beach avait vu passer un avis de recherche pour une Cadillac Escalade. Il avait pu y localiser le véhicule. L'agent de police prévient la fourrière et rentre la plaque dans le système. Le véhicule appartenait à un couple, David et Lois Reese. Et il avait été impliqué dans un accident dans le Minnesota. Les autorités locales nous avaient averti que Lois Reese risquait d'être dans la région. Il s'agit du même modèle que la voiture dans laquelle la suspecte a quitté le Marina Village. J'ai appelé les autorités locales et j'ai appris que Lois Reese était recherchée dans le cadre d'une enquête pour meurtre. La victime du meurtre est le propriétaire de l'Escalade, le mari de Lois, David Reese, 54 ans. La police a été prévenue de cette affaire grâce à un appel téléphonique. Un collaborateur de Dave Reese, qui s'inquiétait de ne pas l'avoir vu depuis plusieurs jours, nous a demandé d'aller lui rendre visite.
Des agents se sont présentés chez lui. Ils ont fait le tour de sa maison et ils ont vu que la fenêtre de la salle de bain était ouverte. Ils ont trouvé ça étrange, alors ils ont regardé à l'intérieur et c'est là qu'ils ont vu le corps de Dave Reese gisant dans la salle de bain. Le corps de Dave était à moitié dans le placard. Il avait les pieds qui dépassaient dans la salle de bain et il était recouvert de serviettes. Dave a reçu 2 balles provenant d'un pistolet de petit calibre. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. C'est la thèse du meurtre qui a été retenue et non celle du suicide. Il n'y avait aucune trace de lutte ni autre trace d'effraction dans la maison. La femme de Dave, Lois, avec qui il était marié depuis 26 ans, avait dit à ses collègues que Dave était allé participer à un tournoi de pêche. Lois aussi avait disparu. Personne ne savait où elle était, mais des collaborateurs de Dave l'avaient aperçue au volant de la Cadillac Escalade de Dave, alors qu'il était généralement le seul à la conduire. Après le meurtre de Dave, les enquêteurs s'intéressent de près aux relations du couple et à leur vie à Blooming Prairie. Nous avons tous été extrêmement choqués lorsque nous avons appris que Dave avait été tué. J'ai rencontré Lois et Dave quand ils se sont installés en ville en 2004. C'était un couple adorable. Avec mon mari, on buvait un verre avec eux de temps en temps. Lois adorait parler de ses enfants et ses petits-enfants. Dave était quelqu'un de très jovial. Il adorait la pêche. Tout avait l'air normal. Mais en réalité, Lois souffrait d'une addiction au jeu. Et elle avait perdu des centaines de milliers de dollars au casino. Cela avait causé des problèmes entre elle et Dave, à tel point que Dave l'avait retirée de toutes les finances du couple. En ville, on commençait à raconter qu'ils se disputaient beaucoup au sujet de l'addiction au jeu de Lois. J'ai tout de suite pensé que Lois avait quelque chose à voir dans cette histoire. L'analyse de leur relevé bancaire révèle que la semaine précédant la mort de Dave, Lois avait retiré 11 000 $ du compte de son mari. Au cours de l'enquête, il est vite devenu évident que Lois était la principale suspecte dans cette affaire. En Floride, l'inspecteur Foraker a désormais un nom pour sa suspecte. Lois Reese. Lorsque j'ai appris son nom, j'ai comparé sa photo à ce que j'observais sur les vidéos et j'ai eu confirmation qu'il s'agissait bien de ma suspecte. J'avais identifié l'inconnu de la vidéo. J'ai été stupéfait d'apprendre les points communs entre le meurtre du Minnesota et celui de Floride. Ça a été un véritable choc. La position des victimes, le pistolet de petit calibre et l'utilisation des serviettes de bain, tout y est. Lois Reese avait vraisemblablement déjà commis un crime dans le Minnesota. En tant que shérif, je me suis demandé de quel type de crime il était question. Était-ce un acte isolé? Avait-on une tueuse en fuite? Allait-elle récidiver? Était-elle une tueuse en série? Les jours précédant la mort de Pamela Hutchinson, les autorités du Minnesota étaient à la recherche de Lois Reese dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de son mari. Je vais essayer de la localiser. Les enquêteurs découvrent que Lois fréquente un casino local. Je vais prévenir la police locale. Plusieurs agents sont sollicités pour tenter de la retrouver. La police a commencé à surveiller la zone, et notamment une supérette qui s'appelle Come and Go, qui se trouve à côté d'un casino. Les enquêteurs ont visionné les images de vidéosurveillance de la supérette. On y voit une femme, aux cheveux gris, vêtue d'un gilet à rayures, entrer dans le magasin. Ils ont identifié Lois
comme étant la femme au comptoir de la station-service. Pour aller vers le sud, le mieux, c'est de prendre la route 35 et de continuer vers le sud jusqu'au prochain état. Oui. C'est la meilleure chose à faire? Oui, je pense. Si vous prenez la route 35, vous allez passer par Omaha. D'accord, merci beaucoup. De rien. Loïs a demandé au caissier comment aller vers le sud. C'est à partir de là que nous avons perdu sa trace. Elle est partie vers le sud, mais on ne savait pas où. Alors on s'est demandé qui elle connaissait dans le sud. Elle allait sûrement rejoindre quelqu'un et on devait trouver de qui il s'agissait. J'avais prévu de ranger mon garage ce jour-là. Alors j'ai mis ma tenue de ménage et je me suis mise au travail. Vers 13h30, une Cadillac Escalade blanche s'est garée devant chez moi. J'ai vu une femme en sortir et quand elle a levé la tête, j'ai reconnu Loïs. À ce moment-là, on avait entendu dire que Loïs avait quelque chose à voir avec le meurtre de Dave. Alors j'ai pensé, il y a une meurtrière devant chez moi. Elle m'a regardée et elle a compris que je l'avais vue. Alors elle m'a dit qu'elle s'était trompée de maison. Elle est remontée dans sa voiture et elle est partie. Tess prévient la police. Bureau du shérif du comté de Lee, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je sais que Lois Reese, de Blooming Prairie dans le Minnesota, est recherchée. Elle était devant chez moi il y a un instant, en Floride. Elle vient de partir. D'accord. Elle a une Escalade blanche de 2005. Et vous dites que cette femme est recherchée par la police? Oui, sûrement pour le meurtre de son mari et certainement pour détournement de fonds. Des agents de police se rendent sur place, mais Loïs est déjà partie. J'étais terrifiée. Qui sait ce qu'elle comptait faire? Elle cherchait peut-être un endroit où passer la nuit. Elle pouvait nous épier, nous cambrioler ou même nous tuer. J'étais peut-être la suivante sur la liste. Trois jours après cet épisode, Pamela Hutchinson est assassinée dans son appartement. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Pour l'inspecteur Foraker, Tess Coster est un témoin clé qui peut sans doute identifier l'inconnu de la vidéosurveillance. J'aimerais vous montrer quelques images. Oui, bien sûr. Elle avait les mêmes cheveux blond platine, les mêmes yeux, le même nez, la même façon de rejeter ses cheveux en arrière. C'est un geste qu'elle faisait souvent. C'est Loïs. Lois Reese. J'ai formellement reconnu Loïs sur toutes les images. Tess Coster m'a confirmé que la dernière personne à avoir vu la victime vivante était Lois Reese. La façon dont les événements se sont déroulés nous ont beaucoup surpris. Nous avions une personne âgée, originaire du Minnesota, qui était accro au jeu, qui a traversé tous les États-Unis et qui a commis 2 meurtres. C'est là que le statut de l'affaire a été requalifié en prioritaire. Ce n'était plus seulement les autorités du Minnesota qui recherchaient Loïs, c'était tout le pays. À ce moment-là, je suis assez inquiet, parce qu'elle a quelques jours d'avance sur nous. On se tient au courant. Les enquêteurs tentent de retrouver Loïs grâce aux cartes de crédit et aux papiers d'identité volés à Pamela Hutchinson. En analysant les relevés, nous avons appris que l'identité de la victime avait été utilisée pour retirer de l'argent dans une banque de Fort Myers Beach. Les enquêteurs obtiennent des captures d'écran des vidéosurveillances du jour où la carte de Pamela a été utilisée. Les vidéos montrent la suspecte dans une tenue similaire à celle qu'elle portait au Marina Village, notamment le chapeau blanc.
Elle s'est servie des papiers de la victime pour effectuer un retrait de 5 000 $, somme avec laquelle elle est repartie. Je vais prévenir le marshal. Les enquêteurs pensent que Lois a quitté la région au volant de l'Acura de Pamela Hutchinson. Ils en informent le marshal Smith. Je vais voir si je peux localiser le véhicule. Nous disposons d'un outil qui lit les plaques d'immatriculation. Cela nous permet d'obtenir un aperçu de son itinéraire. On observe qu'elle se dirige vers le nord, grâce au lecteur de plaques d'immatriculation. On sait aussi qu'elle s'est servie de la carte de crédit au Hilton d'Ocala, en Floride. Inspecteur Foraker, j'aimerais voir vos images de vidéosurveillance du 6. Bon, voyons ça. On distingue une femme blanche, vêtue d'un haut bleu et d'un chapeau blanc, qui entre dans l'hôtel. On pense reconnaître Lois Reese, notre suspecte. Vous l'avez sous un autre angle? Oui, c'est elle. On a une image nette de Lois Reese qui réserve une chambre en utilisant les papiers de la victime. On peut voir son véhicule. Les images de vidéosurveillance du parking à l'extérieur montrent qu'elle est arrivée au volant de la voiture de la victime. Lois profite du service d'étage, paye avec la carte de Pamela Hutchinson et signe de son nom. Après avoir tué une femme, elle se sert de l'identité de sa victime pour organiser sa fuite. On savait qu'on progressait, mais elle avait toujours 1 ou 2 coups d'avance. Lois continue de rouler vers le nord, puis vers l'ouest, avant de changer d'état. Elle a quitté la Floride. Les relevés bancaires indiquent que la carte de la victime a été utilisée dans une supérette de bord de route en Louisiane. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir une femme blonde, vêtue d'un haut bleu et qui porte un chapeau blanc. Il s'agit clairement de Lois Reese. Elle utilise la carte de crédit de la victime et ses papiers d'identité en Louisiane. Sur la vidéo, on voit Lois essayer de retirer de l'argent avec la carte de la victime, mais la transaction est refusée. Comment va-t-elle réagir? Où va-t-elle aller? Que va-t-elle faire si elle n'a plus d'argent? En suivant son itinéraire, on voit qu'elle longe le sud des États-Unis et on se dit qu'elle va tenter de se rendre au Mexique. On a un problème. Quand on a appris que la suspecte était au Texas, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi le Texas? Est-ce qu'elle essaie de quitter le pays? Elle peut essayer, mais on la retrouvera. Cette affaire a pris de l'ampleur. Je recevais des appels de partout. Les gens craignaient qu'une meurtrière soit en fuite. Les médias nous mettaient la pression. Les autorités américaines sont pleinement impliquées dans la traque de cette dangereuse fugitive. Lois Reese est considérée comme armée et dangereuse. Ne tentez pas de l'approcher si vous la reconnaissez. Dans la soirée du 20 avril, j'ai reçu un appel. Allô? C'était un marshal adjoint du bureau de Brownsville. Vous l'avez trouvé? Il venait d'apprendre que Lois Reese avait été aperçue dans un restaurant, merci, de South Padre Island, et ils allaient se rendre sur place.
Les autorités locales se sont déplacées. Quelques minutes après avoir reçu l'appel, elles étaient sur les lieux. Après ce coup de téléphone, j'attendais nerveusement d'en savoir plus. Ils ont repéré Loïs au bar, en train de boire un verre avec plusieurs hommes. Ils ont évalué les risques. Et ils l'ont interpellé. Elle s'est levée, elle a mis les mains derrière le dos. Elle n'a pas résisté, elle n'a rien dit. On la tenait. L'équipe qui est intervenue a décrit Loïs comme inexpressive. À croire qu'elle s'y attendait. Le lendemain matin, l'inspecteur Foraker se rend au Texas pour interroger Loïs. J'aurais adoré qu'elle s'asseye et qu'elle me raconte ce qui s'était passé. Mais malheureusement, elle n'a rien dit. Elle avait le regard vide. Ses yeux étaient froids, sans âme. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour la chambre d'hôtel de Loïs. Allons-y. Quand on a ouvert la porte, il y avait des affaires partout. On aurait dit qu'il y avait une dizaine de personnes qui vivaient là, vu la quantité de vêtements et de bagages. Dans la chambre d'hôtel, nous avons trouvé un pistolet de 9 mm et un autre de 22 mm. Il ne faisait aucun doute que l'un des deux était l'arme du crime, vu le calibre utilisé. Nous avons trouvé les vêtements de la victime. Ses lunettes de soleil, ses papiers, son permis. Les pièces à conviction que nous avons retrouvées dans la chambre d'hôtel ont confirmé ce qu'on savait déjà. Je pense que Loïs était à la recherche de sa prochaine cible. L'inspecteur Foraker interroge plusieurs personnes ayant croisé le chemin de Loïs au Texas. Une dame nous a dit qu'elle aurait peut-être pu être la prochaine victime. Elle a rencontré Loïs dans un restaurant. Elles ont sympathisé, elles se sont raconté leur vie et elle l'avait même invité chez elle à passer un moment ensemble. Elles avaient prévu de se revoir, mais Loïs a été arrêtée avant que leur rendez-vous ait lieu. Elle a fait 2 victimes, mais heureusement, nous avons pu l'arrêter avant qu'il n'y en ait d'autres. Les enquêteurs ont développé une théorie pour expliquer la façon dont Loïs a commis ses crimes. Après s'être disputée avec son mari Dave au sujet de son addiction au jeu, Loïs lui a tiré dessus. Munie de la voiture et de l'argent de son mari, elle s'est rendue en Floride, où elle a jeté son dévolu sur Pamela Hutchinson, consciente que leur ressemblance physique lui permettrait d'usurper son identité. Loïs Rice ressemble à n'importe quelle grand-mère américaine, mais c'est un loup déguisé en agneau. La vidéosurveillance du bar, les images de Loïs entrant et sortant de l'appartement, le fait qu'elle se soit servie de la carte de crédit et de la voiture de la victime, tout cela nous a permis de monter un dossier d'accusation très solide. En décembre 2019, en Floride, Loïs Rice est accusée du meurtre de Pamela Hutchinson. Elle plaide coupable et elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération. Dans le Minnesota, en août 2020, Loïs Rice est condamnée une seconde fois à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son mari, David Rice.
Dave était quelqu'un de profondément joyeux. Quelle tristesse de perdre une si belle personne. J'ai été soulagée d'apprendre que la meurtrière de Pam avait été arrêtée, jugée et qu'elle passerait le restant de ses jours en prison. Mais ça ne me ramènera pas Pamela. Elle a profité de Pamela. Pam aimait faire plaisir aux gens et elle adorait partager ce qu'elle avait. Pam disait souvent que peu de gens laissent une trace dans le cœur des autres. Mais elle l'a fait. Elle a laissé son empreinte dans mon cœur.